Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre journal du sport. Ne zappez pas, le programme est chargé. Restez avec nous. Et je vous propose d'ouvrir cette émission avec du football. Évidemment, petit récapitulatif des résultats européens les plus importants avant de décortiquer tout ça avec notre expert Emmanuel Petit dans le journal du foot. Ça sera lundi et mardi. C'est donc parti pour le championnat de France qui nous offre un magnifique duel en cette première partie de saison. L'Olympique de Marseille se montre intraitable à domicile et bat le FC Nantes 2-0. Le PSG qui répond aussitôt en s'imposant avec un petit but sur Nice. Ibrahimovic a marqué. Belle opération de Rennes qui bat Monaco 2-0, mais surtout prend provisoirement la 4e place du classement. Et en Angleterre aussi, beaucoup de rencontres. Victoire d'Arsenal sur le terrain de West Bromwich après leur belle prestation contre Dortmund. Les Gunners sont dans une spirale enfin positive. Même chose pour Manchester United qui vient d'enchaîner une 3e victoire consécutive et sécurise sa 4e place au classement. Liverpool se rachète une conduite grâce à son succès sur Stoke City. West Ham confirme son bon début de saison par une victoire 1-0 sur Newcastle. Enfin, c'est la nouvelle de ce week-end. Chelsea n'est pas invincible. Les Blues concèdent le match nul 0 partout sur le terrain de Sunderland. Allez, on va passer au championnat d'Espagne. Regardez, le Real Madrid est une véritable machine à gagner. Les Merengues gagnent à Malaga 2-1 avec notamment une réalisation de Benzema et 2 passes décisives de Cristiano Ronaldo. Avec les 3 points supplémentaires, la Casablanca met la pression sur ses poursuivants et justement l'Atlético Madrid ne se laisse pas dégonfler. C'est imposé dans la journée contre la Corogne 2-0. Enfin, belle victoire de l'Athletic Bilbao sur le terrain de Retafe. Les Basques continuent leur remontée fantastique avec une 5e victoire en 7 matchs. Ils sont maintenant en 9e position alors qu'ils étaient proches de la relégation. Rappelez-vous, il y a à peine un mois. Et puis, le choc de cette journée en Espagne, c'est la rencontre entre Valence et le Barça. Les Valencians reçoivent chez eux et auront à cœur de faire tomber leur rival. Après un bon début de saison, ils ont enchaîné une mauvaise série. Les Catalans se déplacent à Mestalla avec le plein de confiance, mais surtout un extraterrestre en attaque. Léo Messi qui est devenu, en l'espace d'une semaine, le meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des Champions grâce à un double triplé. De quoi faire peur à la défense de Valence. En tout cas, alors que la course au Ballon d'Or est bel et bien lancée, Messi a évidemment le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur. Écoutez. On défend tous nos intérêts. Et si vous me demandez mon avis, évidemment ce trophée rend hommage au meilleur joueur de la saison. C'est ce pourquoi il a été créé. Et donc pour moi, le meilleur joueur de cette saison, c'est Léo Messi. Donc je le donnerai à Léo Messi. Puisque l'on parle du Ballon d'Or, c'est le 1er décembre que la FIFA doit annoncer qui seront les 3 finalistes pour l'obtention de cette distinction. Messi, Ronaldo et Manuel Neuer sont largement pressentis pour être le triplé gagnant. Le résultat sera donné demain. Et autre trio qui devrait être annoncé, c'est celui du prix Puskás qui récompense le plus beau but de l'année. Particularité de cette édition, une seule femme est présente. Elle s'appelle Stéphanie Roche, elle est irlandaise. Et ses concurrents sont Zlatan Ibrahimovic ou encore James Rodriguez. On regarde son portrait. Dans son petit appartement à Albi, Stéphanie ne se lasse pas de revoir son but. Aujourd'hui encore, elle a du mal à l'expliquer. Je touche d'abord la balle du pied droit, puis du gauche, je la fais passer au-dessus de la tête des défenseurs et elle va directement dans les buts. J'ai eu la chance que ça ne touche pas le poteau, c'est arrivé tellement vite, c'était probablement juste instinctif. Lorsque Stéphanie réussit ce petit miracle en octobre 2013, elle joue alors chez elle en Irlande au sein de l'équipe des Peamount United. C'était lors d'un match de championnat. Son entraîneur de l'époque décide de diffuser la vidéo de son exploit sur YouTube. Et là, tout bascule. Plus de 3 millions de vues et une sélection pour le prix Puskás qui récompense les 10 plus beaux buts de la saison. Elle est la seule femme en lice et côtoie des footballeurs du calibre de Zlatan Ibrahimovic ou James Rodriguez. Un véritable rêve éveillé pour Stéphanie, qui joue aujourd'hui en France dans l'équipe de l'ASPTT d'Albi, promue en première division. C'est ici, dans ce vestiaire, qu'elle continue de s'entraîner à jongler en attendant que la shortlist des 3 plus beaux buts de l'année soit dévoilée. Je suis la seule femme du groupe, c'est évidemment un grand honneur en tant que footballeur. Être parmi eux, c'est quelque chose de spécial, c'est unique et je m'en souviendrai toute ma vie. J'aimerais juste franchir encore une étape et faire partie des 3 premiers. À tout juste 25 ans, l'attaquante irlandaise a signé son premier contrat pro. 800 € par mois et un logement de fonction. Et son nouvel entraîneur est son premier supporter.
Il y a des beaux buts évidemment, mais elle, ce qui un peu va la pénaliser, c'est que ça a été réalisé par un petit montage amateur, alors qu'on voit des buts de la Coupe du Monde filmés dans des conditions optimales. Mais en même temps, elle peut peut-être aussi avoir le revers de la médaille, à savoir que c'est une femme, elle joue dans un club amateur, et vous imaginez ce que ça peut buzzer quoi, sur Internet. Et donc je pense qu'elle peut peut-être bénéficier de ça aussi, du fait qu'elle soit peu connue, et que les gens aient envie d'un peu de changement, ça peut aussi l'aider. Créé en 2009, le prix Puskás n'a encore jamais récompensé de footballeuse. Si Stéphanie ne devient pas la première femme à le remporter, elle pourra au moins se consoler en réalisant un autre rêve, rencontrer Ronaldo, son joueur préféré, qui sera présent lors de la cérémonie de remise du prix en janvier prochain à Zurich. Et l'attaquant brésilien Bastia Brandao a été condamné à 1 mois de prison ferme pour son coup de tête sur Thiago Motta. Vous le savez, il avait déjà écopé d'une suspension de 6 mois par la Ligue de football professionnel. Je vous rappelle les faits le 16 août dernier. Quelques instants après la fin du match PSG-Bastia au Parc des Princes, Brandao avait attendu Thiago Motta dans le couloir menant au vestiaire. Et sur les images de la caméra de surveillance, on voyait clairement qu'il s'avançait vers lui avec un bref coup de tête. Un geste qui avait valu à Thiago Motta une fracture du nez. Alors c'est la première fois qu'un joueur est condamné à une peine de prison. Pourtant, les coups de tête, il y en a eu, et de nombreux. Et pas seulement entre joueurs. Regardez. Brandao est-il un bouc émissaire? Après sa condamnation à 1 mois de prison ferme, la dureté de la justice étonne. Le joueur brésilien n'est pas le seul à avoir commis le péché du coup de tête. En football, l'acte est malheureusement commun et les plus grands ont fauté. On a certainement voulu faire un exemple. Mais l'argumentation du tribunal qui, en expliquant la sanction, a consisté à dire qu'on ne pouvait pas accepter la violence dans les stades me paraît peu opérant parce qu'il faut distinguer les faits pour lesquels Brandao était jugé de tous les événements qu'on peut relever dans les stades et faits de violence. Parmi les plus célèbres, Zinedine Zidane a marqué son époque en 2006. Lors de la finale de la Coupe du Monde, le meneur de jeu français assène un coup dans la poitrine du joueur italien Marco Materazzi. Le défenseur aurait insulté sa sœur. Zizou écope d'un carton rouge pour le dernier match de sa carrière internationale. Un geste qui a même été immortalisé par le sculpteur Adel Abdesemed et exposé à travers le monde, dont notamment le centre Georges Pompidou à Paris. Mais les agressions ne concernent pas toujours des rivaux. Lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil, l'équipe du Cameroun a été le théâtre d'une rixe entre Benoît Assou-Ekotto et Benjamin Mukanjo. En phase de poule face à la Croatie, le défenseur se dirige vers son partenaire et le frappe. Une dispute qui se poursuit dans les vestiaires, malgré la médiation de Samuel Eto'o. Autre fait marquant lors de la Coupe du Monde, Pépé, la bête sauvage de la Seleção. Énervé par un début de match catastrophique contre l'Allemagne et une simulation de Thomas Müller, il attaque le joueur allemand et est puni par un carton rouge. Mais les joueurs ne sont pas les seuls à perdre les pédales. Cette année, l'entraîneur de Newcastle en Angleterre, Alan Pardew, s'en est pris au joueur de Hull City, David Meyler. Pardew s'en sort avec une expulsion et 7 matchs de suspension. Le genre de sanction qui fait aujourd'hui crier l'avocat de Brandao à l'injustice. Je pense que si on prend la jurisprudence des tribunaux correctionnels, celui de Paris ou d'autres tribunaux dans des situations similaires et qu'on enlève le costume de joueur de football, je ne crois pas qu'on ait des décisions de ce type, de peine d'emprisonnement. Qu'est-ce qui a conduit à cette décision? Je pense que c'est la démesure médiatico-judiciaire dont il a fait l'objet depuis le début, depuis maintenant quelques mois. La violence n'est pas un fait nouveau dans le monde du ballon rond. En match d'ouverture de l'Euro 1984, Manuel Amoros, excédé par un tacle du Danois Jesper Olsen, se fait justice lui-même. Il lui décoche un coup de tête alors qu'il est encore au sol à 3 minutes de la fin du match. Résultat, expulsion et suspension pour 3 matchs. Brandao a donc perpétué la tradition de certains de ses illustres aînés. Il en paie le prix fort aujourd'hui, peut-être pour décourager d'autres footballeurs de suivre son exemple. Et en France, les villes se préparent pour accueillir l'Euro 2016, Marseille, Lyon et Bordeaux notamment. Et justement, le nouveau stade de Bordeaux qui va accueillir 5 matchs de cette compétition va disposer d'une pelouse hybride chauffée, technologiquement innovante. Les jardiniers ont d'ailleurs commencé à la semer. Ce nouveau stade disposera de 42 places contre 33 000 places actuellement pour le stade Chaban-Delmas qui n'est plus aux normes exigées par l'UEFA. L'inauguration aura lieu le 23 mai prochain. Bordeaux accueillera Montpellier.
Et puisque l'on parle de l'Euro 2016, on connaît enfin le nom officiel de la mascotte de la compétition, présenté le 18 novembre dernier et soumis au vote des internautes. Le comité organisateur avait proposé, je vous le rappelle, Goalix et Driblou, et puis surtout Super Victor. Eh bien, c'est ce dernier qui a retenu l'attention des internautes, comme vous l'avez pu l'apercevoir à l'écran. Il s'agit d'un petit garçon pourvu de pouvoirs magiques qui font de lui un super héros du football. Et je propose maintenant de prendre des nouvelles de Pelé. Vous vous en souvenez, hein, il était entré à l'hôpital la semaine dernière. Il va mieux, mais reste sous assistance rénale. Il est sorti après une première intervention, mais il a dû réintégrer l'hôpital Albert Einstein à Sao Paulo pour une infection urinaire. Selon ses proches, il va mieux, mais reste sous assistance rénale en unité de soins intensifs. Je propose aussi d'écouter son fils. À la suite de sa visite à l'hôpital, il a l'air rassuré. Écoutez-le. Ça a été une très bonne visite. Je n'avais pas eu jusqu'à présent l'opportunité de le voir depuis qu'il a été admis à l'hôpital pour la deuxième fois. Aujourd'hui, je me sens vraiment soulagé. Il a l'air beaucoup mieux. Il est capable de manger seul et il a arrêté de prendre certains médicaments. Le pronostic est très bon. Allez, on parle de boxe maintenant et devinez qui revient sur le ring. Eh bien, il s'agit de l'acteur hollywoodien Mickey Rourke, l'ex-boxeur et sex-symbole des années 80. Il a remporté une victoire spectaculaire en revenant sur le ring à Moscou à 62 ans, après avoir accroché ses gants de boxe pendant 2 décennies en short rouge. Décoré d'une image d'un drapeau russe, l'acteur visiblement en pleine forme n'a pas épargné ses forces en semant des coups sur son rival Elliot Seymour, un boxeur professionnel américain de 33 ans. Son cadet, je vous propose tout de suite de l'écouter tout de suite. C'est un acteur téméraire et un boxeur téméraire aussi. C'était juste après la rencontre et vous allez voir, il est encore plein d'énergie. Je suis allé à l'entraînement et j'ai été mauvais. Je fumais, je buvais. Le premier mois a été très pénible. Et un jour, je me suis dit, allez, on s'en fout. Si je dois le faire, je pense que je suis assez fort, je peux le faire. Les accusations de corruption et d'exploitation sur les chantiers du Mondial 2022 n'entament en rien l'appétit du Qatar qui s'est imposé comme un acteur incontournable du sport. Le sport qui est un outil de prestige pour ce petit émirat immensément riche. Football, athlétisme, handball, rien n'échappe au pétrodollar qatari. Regardez. À 2 pas du premier stade au monde équipé d'un système de climatisation, les ouvriers apportent les touches finales à l'arène Ali bin Hamad Al Attiyah de Doha. Construit en 18 mois, il accueillera dans quelques semaines les épreuves du championnat du monde de handball masculin. Il présente lui aussi des fonctionnalités innovantes. Nous essayons de placer toujours la barre très haut en termes d'innovation. Et je suis sûr que n'importe quelle technologie qui sera utilisée après un certain temps au Qatar, ou peut-être lors du prochain événement, deviendra une norme pour d'autres événements. Nouveau stade, métro, autoroute et même une nouvelle ville en construction au milieu du désert. Selon un rapport publié en 2013 par le cabinet Deloitte, le Qatar aurait prévu de dépenser 200 milliards de dollars pour se préparer à l'accueil de la Coupe du monde de football de 2022. Malgré les polémiques sur les conditions de travail des ouvriers sur ces chantiers et la chaleur accablante qui y règne l'été, le riche émirat ne cesse de se voir confier l'organisation de grands événements sportifs. Dernier exemple en date, les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Doha en 2019. Le Qatar aurait dépensé 37 millions de dollars pour promouvoir sa candidature. Dans un mix marketing, si je puis dire, de diversification, un portefeuille varié d'investissement d'un pays ou d'une entreprise, il est normal que l'on mette le sport, tout simplement parce que c'est aussi un merveilleux outil de progrès social et de développement économique. Des villes entières se sont transformées grâce au fait d'accueillir des grandes activités ou des grandes manifestations sportives. Le marché généré par l'organisation de ces tournois attire des hommes d'affaires du monde entier. Une délégation de chefs d'entreprise français était à Doha pour un voyage de prospection. Je pense que véritablement, c'est une terre extrêmement prometteuse, un pays extrêmement dynamique, avec une capacité à pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir les moyens de son ambition, de ses ambitions. Nouvelle vitrine de la puissance financière du Qatar, les compétitions sportives fédèrent la société qatari et rendent le pays incontournable sur la scène internationale, grâce à ses investissements et sa volonté d'innover. Mais il lui faudra continuer à affronter les accusations de corruption liées au Mondial 2022, le dossier pouvant rebondir à tout moment.
Et un mot maintenant de tennis avec Andy Murray. Le joueur britannique a confirmé son entraîneur principal dans ses fonctions. C'est une femme. Il s'agit de la Française Amélie Mauresmo. Agressivité, endurance sont les maîtres mots de l'ancienne vainqueur de l'Open d'Australie et de Wimbledon. Des tactiques qui conviennent particulièrement à Murray. Écoutez-le. Amélie m'a toujours poussé à adopter un jeu agressif, un jeu d'attaque, et ne m'a jamais parlé d'adopter une tactique plus défensive. Tous nos entraînements ont tourné autour de l'attaque, et c'est ce que je recherche. Allez, un mot de NBA à présent. Les Clippers voyagent bien et surtout, ils apprécient de jouer 2 soirs de suite. Pour la 5e fois de la saison, les hommes de Doc Rivers disputent un back-to-back et ils en sortent victorieux face à une équipe du Jazz qui ne décolle toujours pas. L'ailier fort All-Star score 28 points, confirmant qu'il n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il joue 2 matchs en 2 soirs, épaulé par Chris Paul et de Jamal Crawford. Griffin permet donc aux Clippers de s'imposer 112-96 en Utah et de terminer leur road trip avec un beau bilan de 6 victoires en 7 matchs. Et puis regardez ces images qui se déroulent en Italie alors qu'on l'attendait plutôt sur les pistes de ski. Le Père Noël s'est offert une petite séance de surf paddle sur les côtes de Gênes. Les récentes tempêtes qui ont sévi en mer Méditerranée ont rendu les vagues parfaite pour la pratique du surf avec de très gros rouleaux. Le Père Noël s'est donc accordé une petite séance de glisse avant que la période des fêtes ne commence. Les enfants, ne vous inquiétez pas, le Père Noël ne sera pas en retard. Vous pouvez quand même commencer vos listes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le journal du foot avec Manu Petit. Rendez-vous donc, même heure, même chaîne. En attendant, ne zappez pas. L'info continue et c'est sur i24 News.